Deux chiffres renversent soudain le cadre attendu et fissurent les certitudes établies. En moins de 2 ans, alors que 15 600 détenus devenaient des soldats, une, une inversion brutale de dynamique sécuritaire surgissait et obligeait à relire les actualités sur le Burkina Faso sous un angle où punition, service et souveraineté changent discrètement de place. Que signifie pour chacun cette bascule rapide portée par Ibrahim Traoré? Et pourquoi ce pivot intéresse autant ceux qui suivent l'actualité autour d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, ou les analyses, les interviews d'Ibrahim Traoré? Et, au fond, une recomposition fulgurante approche. Comprendre cette réforme exige plus qu'un simple décryptage administratif. Il s'agit d'identifier ce qui, dans le basculement actuel, révèle un mécanisme capable de tenir dans la durée. La promesse paraît brève, à peine quelques lignes, mais son bénéfice majeur tient dans une idée de 10 à 12 mots. Réorganiser la souveraineté intérieure par la transformation d'une vulnérabilité en ressource. Ce déplacement silencieux redéfinit les usages de l'appareil judiciaire, modifie la relation entre l'État et ceux qu'il sanctionnait hier, puis recompose la manière dont le Burkina Faso articule désormais sécurité, discipline et cohésion collective. L'enjeu s'élargit alors pour le spectateur. Comprendre comment un pays décrit comme fragile parvient à convertir un passif social en capacité opérationnelle mesurable, au point de bouleverser les grilles d'analyse habituelles relayées dans les actualités sur le Burkina Faso ou dans les lectures de techniques souvent associées au débat l'actualité autour d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et tout, une question s'impose, toute simple, qu'est-ce qui, dans cette mécanique, relève d'un pari risqué et qu'est-ce qui pourrait devenir reproductible ailleurs? Deux révélations bousculent d'emblée la lecture dominante du Sahel, et la première frappe par son ampleur. 92% du territoire auparavant sous pression armée ont été repris en moins de 2 ans, renversant un diagnostic que beaucoup croyaient figé. La seconde, plus discrète mais tout aussi structurante, montre comment la transformation de 15 600 détenus en soldats s'est imposée comme l'extension logique d'une stratégie où sécurité, économie et cohésion sociale avancent ensemble, dessinant une trajectoire inattendue pour un pays longtemps décrit comme saturé d'incertitudes. Pour situer ce basculement, il faut revenir à l'atmosphère qui précédait ces mutations. Pendant des années, le Sahel fut décrit comme un espace fracturé, sillonné par des interventions extérieures successives, chacune promettant stabilité, chacune laissant davantage de villages désertés, de routes abandonnées et de marchés silencieux. La peur constituait alors une routine, presque un climat. Les institutions du Burkina Faso luttaient pour conserver lisibilité et cohérence, tandis que les actualités sur le Burkina Faso relataient surtout des pertes territoriales, l'érosion des services publics et une dépendance grandissante aux dispositifs internationaux. C'est dans cette zone grise qu'intervient Ibrahim Traoré, non par une accumulation de concepts stratégiques, mais par une série d'actes directs visant à reconstruire simultanément le contrôle territorial et l'architecture institutionnelle. Son approche ne repose ni sur l'effet d'annonce, ni sur l'amnistie symbolique. Elle s'appuie sur une logique interne, où justice, discipline et utilité sociale s'alignent pour former un mécanisme mesurable. La réforme pénitentiaire, souvent perçue au départ comme marginale, devient alors un pivot stratégique. Elle retisse le lien entre punition et service, entre exclusion et participation. Ce nouvel agencement ne modifie pas seulement l'appareil militaire, il transforme la manière dont les communautés évaluent leur propre sécurité. Les premiers signaux ne viennent pas des statistiques, mais des villages. Des unités mixtes réapparaissent sur des routes abandonnées, les marchés reprennent rythme, et des acteurs autrefois tenus en marge participent désormais à la stabilité quotidienne. Ainsi, la question ouverte au début commence déjà à se refermer.
Ce qui semblait anomalie devient chaîne causale. Le premier fil conducteur émerge loin des capitales diplomatiques, dans des scènes simples que les observateurs avaient longtemps cessé d'examiner. À Koudougou, un paysan voit revenir une unité mixte composée d'hommes autrefois enfermés. L'un d'eux lui adresse un salut mesuré, presque timide, geste capté par les reporters, est devenu symbole discret d'un réajustement social que les analyses structurées ne pouvaient anticiper. L'effet est immédiat. La peur enracinée se dissout, remplacée par une curiosité prudente qui modifie la manière dont les habitants évaluent ceux que l'on considérait comme instables quelques semaines plus tôt. Un autre fragment surgit à Ouagadougou. Une mère reconnaît son fils dans une patrouille protégeant le marché où il avait été arrêté pour une altercation mineure. Elle ne parle pas de rédemption. Elle évoque seulement un « devoir rendu », expression qui circule désormais comme un mot d'ordre spontané. Ce témoignage, relayé dans plusieurs chroniques proches des Burkina Faso News, illustre une mutation intime. L'ancien fossé entre sanctions et utilité commence à se réduire, non grâce à un discours, mais grâce à des comportements visibles qui redessinent les attentes collectives. Ces scènes ne cherchent ni à émouvoir, ni à idéaliser. Elles orientent le regard vers une transformation qui procède d'abord par signes faibles. Les unités mixtes, encore en formation, deviennent des marqueurs de stabilité naissante. Les villages observent, comparent, ajustent leur perception. La cohésion produite par la discipline nouvelle précède les chiffres, et c'est précisément cette chronologie inversée qui surprend les analystes, suivant les dynamiques, l'actualité autour d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso, au prisme des faits, plutôt que des récits. La conclusion provisoire tient en 12 mots. Une société évolue lorsqu'elle voit une utilité là où existait la rupture. Tout commence par une rupture administrative d'une sécheresse presque brutale. Un lundi matin, au ministère de la Justice, un décret de 12 lignes traverse les bureaux avec la vitesse d'un ordre impossible à contourner. Il ne parle ni d'amnistie, ni de clémence. Il ordonne simplement une réaffectation immédiate. Les détenus ne seront plus séparés du reste de la nation. Ils seront intégrés dans un dispositif qui privilégie cohérence, discipline et utilité. La logique pénitentiaire bascule vers une logique de service. Les directeurs dressent les listes. Les chiffres s'alignent. 15 600 noms, 3 villes. Une injonction. Basculer sans transition. Koudougou, Bobo Dioulasso, Ouagadougou. Les portes s'ouvrent sans cérémonie. Les chaînes disparaissent. Les uniformes arrivent presque en silence. Le contraste choque. La société hésite. Faut-il applaudir l'audace ou redouter un désordre imminent? Sur les marchés, les conversations se croisent, prudentes, incrédules. Mais les premiers groupes quittent les établissements sous escorte limitée, comme si l'État voulait montrer qu'il ne craint plus ceux qu'il punissait hier. Le rythme change. Le pays bascule vers un tempo plus sec, plus rapide, presque militaire. 3 jours plus tard, un moment saisit le pays tout entier. À Pau, des milliers d'hommes s'alignent sous un soleil implacable. Ils ne portent plus de matricule. Ils portent un écusson sombre, trace discrète de ce qu'ils ont été. Les instructeurs imposent une cadence serrée, 10 kilomètres au lever du jour. Des sessions d'histoire et de philosophie le soir. Les observateurs, souvent habitués à un récit figé du Burkina Faso, restent muets. Comment ces trajectoires dispersées se synchronisent-elles aussi vite? La discipline agit comme un ciment. Le programme s'installe. La mécanique se répète. La cohérence naît. Les villages perçoivent les premiers effets avant même que les rapports officiels ne circulent. À Koudougou, des agriculteurs observent des unités mixtes sécuriser les champs et réparer des canaux abandonnés. À Ouagadougou, des familles déposent des repas aux casernes. Les gestes parlent avant les chiffres. Ils signifient soutien, prudence, espoir. Les marchés reprennent souffle.
Les routes s'animent, le pays retrouve des morceaux de normalité que l'on croyait perdus. L'armée note une évolution inattendue. Ces hommes connaissent les sentiers, les caches, les stratégies des groupes armés. Leur passé, autrefois considéré comme une limite, devient une ressource opérationnelle. Ils anticipent, ils déjouent, ils contournent. Les premiers retours internes évoquent moins d'embuscades, davantage de zones praticables, une confiance renouvelée dans des territoires abandonnés. Le maillage se reforme, le terrain respire. Pendant ce temps, Ibrahim Traoré suit chaque étape avec une constance méthodique. Il ne dramatise pas, il ne théâtralise rien. Il observe la cohérence, vérifie les mécanismes, ajuste les séquences. Sa présence n'est pas un symbole. Elle sert de pivot à une architecture en recomposition. Les analystes qui suivent les dynamiques sur l'actualité autour d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso notent une chose. La réforme n'est pas une improvisation. C'est un enchaînement, un alignement de leviers, une articulation précise entre territoire, institutions et société. Puis vient le moment où le pays comprend que la bascule ne sera pas temporaire. Les unités deviennent un outil stable. Les villages s'adaptent, les familles s'ajustent, les marchés revivent, les routes se sécurisent, le pays modifie sa cadence, le récit change. La réforme ne ressemble plus à un épisode, elle devient une trajectoire structurée. On peut résumer toute la séquence en 3 temps rapides, l'activation, la montée, puis la diffusion, qui redéploie l'ordre intérieur. La dynamique devient lisible dès l'ouverture. Les attaques terroristes passent de 27 à 17 autour de Kaya et Dori, un écart qui décrit un glissement concret plutôt qu'une embellie provisoire. Cette baisse reflète une réduction de la marge opérationnelle ennemie grâce à la capacité des unités mixtes à anticiper les modes d'action adverses, compétences nées de trajectoires autrefois considérées comme marginales. Leur connaissance des sentiers, des caches et des itinéraires usuels transforme un problème passé en avantage tactique mesurable, logique, qui intrigue les observateurs suivant les analyses l'actualité autour d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Un autre chiffre éclaire un autre pan du basculement. La production agricole du Nord augmente de 21%, progression inattendue par sa rapidité autant que par sa distribution territoriale. Ce rebond, encore fragile, repose sur un facteur simple. Un minimum de sécurité permet aux terres abandonnées de redevenir exploitables sans assistance extérieure permanente. 10 à 12 mots suffisent à résumer ce phénomène. La stabilité retrouvée réactive une économie que l'insécurité paralysait. Les unités mixtes patrouillent, déminent, protègent que les moissons, réparent des canaux oubliés. Elles ne remplacent pas les politiques agricoles. Elles les rendent possibles. Les marchés hebdomadaires reprennent et ce retour d'activité modeste mais soutenue modifie la manière dont les analystes structurent leur lecture dès les actualités sur le Burkina Faso. Un troisième chiffre, plus sensible, tranche avec les cadres habituels. Le taux de récidive tombe à 0. Ce 0 ne décrit pas une perfection morale. Il indique un système où cohérence disciplinaire et utilité sociale neutralisent les comportements déviants qui dominaient l'ancien régime pénitentiaire. L'explication tient en une phrase de 11 mots. La discipline collective redéfinit la valeur accordée à chaque trajectoire individuelle. 4 prisons fermes, 8% du budget militaire sont redéployés vers des infrastructures civiles. Certains analystes évoquent une illusion statistique, mais les signaux visibles démentent ces réserves. Aucune désertion, aucune dislocation d'unité, aucune rupture interne. Le modèle surprend par sa solidité naissante plus que par son audace initiale. Pris qu'à ce, ensemble, ces 3 chiffres forment une charpente empirique. Ils ne décrivent pas seulement des progrès. Ils redessinent les conditions minimales d'un État capable de tenir son propre territoire. La cohérence interne apparaît là où l'on attendait dispersion. Les micro-indicateurs se consolident. Les villages constatent les effets visibles avant même que les rapports officiels ne les formalisent. Les routes se stabilisent. Les marchés se remplissent.
Les familles ajustent leurs pratiques. Dans cette mécanique, le rôle d'Ibrahim Traoré demeure central, non comme figure héroïsée, mais comme axe de coordination technique. Sa ligne directrice repose sur une idée simple: convertir ce qui était perçu comme charge pénitentiaire en ressources stabilisatrices mesurables. Cette translation, souvent citée dans plusieurs analyses proches des mots-clés, les interviews d'Ibrahim Traoré, structure, un effet domino, récupération territoriale, réactivation économique, recomposition sociale. Ainsi, les preuves quantitatives ne forment pas un décor statistique. Elles sont le moteur narratif d'une mutation institutionnelle qui ne dépend ni d'une rhétorique ni d'un discours, mais d'un alignement visible entre discipline, utilité et territoire. Les critiques les plus structurées reposent sur deux arguments centraux, souvent formulés par des analystes prudents plutôt que par des opposants déclarés. Un premier argument avance que transformer d'anciens détenus en unités armées constitue un risque intrinsèque pour la stabilité nationale. Selon cette lecture, une force issue des prisons manquerait d'homogénéité, pourrait fragiliser la chaîne de commandement et exposer le Burkina Faso à une vulnérabilité interne difficile à maîtriser. La cohésion serait incertaine, la discipline fragile et l'historique pénal des recrues introduiraient une zone d'ambiguïté morale que les institutions ne sauraient toujours encadrer. Ce point de vue circule dans plusieurs analyses liées aux actualités sur le Burkina Faso et alimente des débats comparatifs avec d'autres programmes de réintégration sécuritaire. Un autre argument met en garde contre une possible militarisation de la marginalité. Pour certains observateurs, intégrer la détresse sociale dans un dispositif opérationnel créerait un précédent ambigu. L'État pourrait être tenté de puiser durablement dans les franges les plus vulnérables de la population pour renforcer ses capacités. Le mécanisme deviendrait alors circulaire, transformant une expérience exceptionnelle en ressources structurelles. Les ONG préoccupées par les droits civiques craignent qu'un succès à court terme masque un coût institutionnel plus profond. Une justice instrumentalisée, un système pénitentiaire redéfini par la fonction militaire plutôt que par la réhabilitation. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux, et la présentation la plus solide possible exige de les présenter dans leur forme la plus solide. Mais une réponse fondée sur les faits observés nuance ces inquiétudes. Les données consolidées: chute de 37% des attaques, augmentation de 21% de la production agricole, taux de récidive nul, indiquent qu'aucune dislocation interne n'apparaît dans les unités mixtes. Aucune désertion n'a été recensée. Aucune rupture de discipline n'est venue invalider le dispositif, et les communautés locales confirment une amélioration tangible de la sécurité. La cohérence institutionnelle ne repose pas sur une prétendue moralisation individuelle. Elle découle d'un alignement entre formation, cadre disciplinaire et utilité sociale. Ainsi, les critiques demeurent légitimes, mais les faits observés indiquent un modèle fonctionnel qui contredit, pour l'instant, les scénarios les plus pessimistes. Et là, une seule ligne suffit à faire tout basculer. Dans le nord du Sahel, plusieurs signaux émergent sans explication officielle. Des drones non identifiés traversent les zones reprises. Certaines fréquences sont brouillées et des trajectoires aériennes partent d'anciennes bases étrangères sans revendication claire. Rien n'est confirmé, rien n'est explicitement démenti. Ce vide agit comme un message implicite. Les analystes y voient un espace où se recompose l'équilibre stratégique du Burkina Faso, loin des récits qui dominaient encore les actualités sur le Burkina Faso quelques mois plus tôt. C'est précisément dans cet interstice qu'intervient Ibrahim Traoré. Il ne répond ni par la dénonciation, ni par l'escalade verbale. Il redéploie calmement les unités dans les zones reconquises, comme pour tester la cohérence d'un territoire dont la souveraineté est désormais évaluée sur le terrain et non dans les communiqués. Ce choix, discret mais ferme, devient une charnière narrative. La confrontation ne s'organise plus seulement entre soldats et groupes armés, mais entre deux manières d'interpréter le Sahel, l'une attachée à la dépendance, l'autre
à l'expérimentation souveraine. À ce moment central du récit, une question se rouvre. Qui vacillera lorsque l'ordre local se consolidera? Les effets tangibles se listent désormais à travers 4 angles qui structurent l'évolution du pays. D'abord, il est question de l'intensité de la nuisance dans la vie quotidienne. Dans les zones rurales, autrefois classées rouges, les déplacements ne nécessitent donc plus d'escorte systématique. Plus de 120 routes commerciales rouvertes permettent un regain de circulation sans précédent depuis plusieurs années. Les patrouilles issues de la réforme sécurisent les carrefours, déminent les abords des villages et rétablissent une présence régulière qui réduit mécaniquement les incursions armées. La baisse de 37% des attaques ne se traduit pas seulement par des chiffres, elle modifie la perception du risque quotidien. Les habitants constatent que les unités anticipent mieux les embuscades, contournent les zones sensibles et stabilisent des espaces que les autorités jugeaient perdus. Ensuite, sur le plan économique, révèle une transformation tout aussi significative. La réouverture des marchés hebdomadaires dans 48 villages change le rythme commercial. Les transporteurs reviennent sur les routes délaissées. Les ateliers de mécanique rouvrent. Les agriculteurs bénéficient donc d'une protection minimale qui sécurise les récoltes. L'augmentation de 21% de la production agricole. Dans le Nord, illustre ce redémarrage. Même modeste, cette progression nourrit plusieurs analyses techniques relayées dans les actualités sur le Burkina Faso, où l'on souligne que la sécurité territoriale n'est pas un décor, mais une condition de productivité. La circulation des biens devient plus fluide, et certaines coopératives locales observent une hausse régulière de leur volume, stimulée par des échanges plus stables. Sur le plan social, met en lumière une recomposition silencieuse mais profonde. Les familles qui se rendaient autrefois aux prisons se rendent maintenant aux casernes. Elles déposent des repas, apportent des vêtements, partagent des gestes simples qui instaurent une nouvelle forme de solidarité. La honte, longtemps associée à l'incarcération, perd de sa force. Dans les écoles, les soldats participent aux cérémonies du drapeau, renforçant un sentiment de continuité civique. Les communautés observent les comportements plutôt que les parcours judiciaires. La cohésion sociale se recompose par l'action visible plus que par les discours institutionnels, ce qui modifie la manière dont les adolescents perçoivent les trajectoires possibles dans un pays en transition. Et à l'échelle régionale, ce que certains, dans la région, appellent parfois « Kitsch-Banvung », montre comment l'expérience burkinabé attire l'attention du Mali et du Niger. Des délégations se déplacent pour étudier la mécanique interne de la réforme. Les anciennes puissances, elles, restent prudentes. Car cette trajectoire défendue par Ibrahim Traoré rompt avec un demi-siècle de dépendance des pays stratégiques. L'idée d'un modèle sahélien autonome commence à circuler. Un système où justice, discipline et souveraineté s'articulent sans tutelle extérieure. Les signaux demeurent fragiles, mais ils sont suffisamment cohérents pour susciter un intérêt croissant. Ce faisceau d'effets réels indique que la réforme ne produit pas seulement de la sécurité. Elle recompose un ordre social, économique et territorial qui redéfinit la manière d'habiter le Sahel. À ce stade, on peut imaginer 3 trajectoires, toutes appuyées sur les mêmes constats, mais différentes selon la capacité du dispositif à absorber les tensions internes. D'abord, dans une trajectoire de continuité, les unités mixtes maintiennent une discipline stable, les routes rouvertes restent opérationnelles et les marchés hebdomadaires conservent leur rythme. L'agriculture prolonge la dynamique amorcée avec les plus 21% du Nord, même sans accélération spectaculaire. Les attaques reculent légèrement mais régulièrement, consolidant l'effet d'apprentissage tactique. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré privilégie une stabilisation méthodique, transformant la réforme en architecture durable plutôt qu'en momentum politique isolé. Le pays devient alors un précédent discret dans le Sahel, un État à ressources limitées, capable d'ancrer une cohérence administrative fondée sur l'alignement entre justice, discipline et utilité sociale. Ensuite, dans une trajectoire plus favorable, on imagine un renforcement de la synergie entre population civile, unités mixtes
et forces régulières. Les anciens détenus aguerris pourraient devenir instructeurs, transmettre leurs compétences tactiques et participer à une plateforme régionale conjointe avec le Mali et le Niger. Les coopérations émergentes se structureraient davantage, réduisant la dépendance envers les acteurs extérieurs qui dominaient historiquement les cadres sécuritaires du Sahel. Dans cette projection, la souveraineté devient un outil régional plutôt qu'un objectif strictement national. Les actualités sur le Burkina Faso relayeraient alors un basculement plus large, celui d'un pays qui, en assumant un modèle expérimental, redéfinit sa place géopolitique. Enfin, dans une trajectoire plus risquée, tout reposerait sur une fissure interne, une défaillance disciplinaire majeure, une mutinerie isolée ou un essoufflement progressif pourrait fragiliser la confiance acquise. Les critiques internationales trouveraient un terrain fertile, dénonçant un dispositif instable ou incompatible avec les standards pénitentiaires classiques. Les ONG évoqueraient une dérive institutionnelle, et les anciennes puissances pourraient réactiver pression et sanctions. Le risque n'est pas militaire, mais psychologique. Un retour soudain à un récit fataliste du pays. Ibrahim Traoré l'a rappelé à plusieurs reprises. Si la justice trébuche, tout vacille. Face à ces trois branches possibles, une recommandation mentale s'impose. Ne pas confondre vitesse et solidité. Une trajectoire durable dépend moins d'un élan spectaculaire que de la capacité à reproduire, jour après jour, un ordre fonctionnel. L'impact de la réforme s'exprime différemment selon les groupes sociaux. Et c'est dans cette diversité de perceptions que se lie la portée réelle du basculement. Pour la jeunesse urbaine, les images d'entraînement largement relayées ne sont pas interprétées comme de simples démonstrations de force, mais comme la preuve qu'une trajectoire brisée peut être réassemblée. Beaucoup y voient un miroir. Si des individus longtemps marginalisés parviennent à retrouver discipline et place sociale, alors la mobilité personnelle cesse d'être une abstraction. Ce glissement symbolique alimente des conversations où l'on évoque moins la peur du passé que la possibilité d'un recommencement. Pour les familles, l'effet est plus intime. Les mères qui se tenaient autrefois devant les prisons attendent aujourd'hui sur les parades, observant les mêmes silhouettes et marcher avec une assurance nouvelle. La honte, sans disparaître totalement, perd de son pouvoir. Les repas déposés dans les casernes, les vêtements offerts, les outils partagés lors de travaux communautaires forment un tissu de gestes qui, sans discours, rétablissent une confiance élémentaire. Cette recomposition silencieuse pèse davantage que n'importe quel communiqué officiel. Pour les communautés rurales, le changement se mesure avant tout à la sécurité retrouvée. Les routes rouvertes, les marchés réactivés et la baisse des attaques transforment les routines quotidiennes. Les habitants ne théorisent pas la réforme. Ils évaluent ce qu'ils voient. Les patrouilles, les moissons protégées, la stabilité progressive. Les analyses relayées dans les Burkina Faso News complètent ce vécu, mais ne le devancent jamais. Pour la diaspora, enfin, cette évolution sert de contre-récit. Beaucoup, habitués à des diagnostics pessimistes sur le Sahel, découvrent un modèle qui n'efface pas la fragilité, mais la travaille. La discussion se déplace vers une question persistante. Qu'est-ce qu'un État capable de se reconstruire par ses propres leviers peut inspirer ailleurs? La réforme devient doctrine au moment précis où ces mécanismes cessent d'être improvisés. Pour Ibrahim Traoré, cette phase exige une architecture lisible, capable d'être reproduite sans dépendre du volontarisme individuel. La feuille de route repose ainsi sur 4 étapes, chacune définissant qui agit, quand, comment et selon quels critères mesurables. D'abord, l'idée est de mettre en place une double tutelle défense-justice. Tous les centres de formation passent sous un encadrement conjoint, destiné à uniformiser les standards disciplinaires. Le but est simple, empêcher les dérives militantes, garantir que chaque recrue traverse le même filtre et assurer une cohérence intérieure qui ne fluctue pas selon les régions. Les instructeurs,
reçoivent des protocoles harmonisés et les évaluations deviennent systématiques. Ensuite, il s'agit d'intégrer la dignité comme composante éducative. Les programmes civiques inspirés du cadre militaire entrent dans les écoles, les universités et l'administration. La discipline devient un langage partagé, non une marque réservée aux casernes. Cette continuité civique crée un arc institutionnel, formation, justice, service. Elle ancre la cohérence plutôt que de la proclamer. Puis, l'objectif est d'élargir l'horizon régional. Le Burkina Faso signe des accords avec le Mali et le Niger pour mutualiser la formation des forces civiles. La coopération ne vise pas à exporter un modèle, mais à créer un corridor d'autonomie où 3 États testent ensemble une autre manière d'organiser la sécurité. Ce geste, discret, redistribue pourtant les lignes d'influence dans un Sahel longtemps structuré par des acteurs extérieurs. Enfin, il faut imposer des indicateurs vérifiables. Taux de récidive, nombre de villages réactivés, économie budgétaire, participation communautaire. Chaque volet doit produire des preuves. Toute idée doit se mesurer, répètent les conseillers d'Ibrahim Traoré. La doctrine n'est plus un récit. Elle devient une mécanique évaluée en continu. Ainsi se dessine un système où la justice ne punit plus. Elle produit. Le geste aperçu à Koudougou, ce salut simple qui avait dissous la peur d'un paysan, revient ici comme un fil conducteur. Il relie les premières perceptions hésitantes aux certitudes naissantes d'un pays en reconstruction. Ce même geste, répété lors des parades officielles, possède désormais une résonance élargie. Il incarne la possibilité, ténue mais réelle, qu'une trajectoire brisée puisse être redressée sans être effacée. Lors du grand défilé à Ouagadougou, cette continuité devient visible. Les rangs avancent sans dispersion, porteurs d'une discipline patiemment acquise. Parmi eux, certains reproduisent le salut timide, aperçu dans les villages, rappel discret que la transformation institutionnelle commence toujours par une transformation du regard. Ibrahim Traoré marche à leur côté, non pour magnifier son rôle, mais pour souligner que la cohérence collective ne se proclame pas, elle se partage.